Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau dialogue littéraire du mois de novembre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir au musée de la Marine où se tient l'exposition Razzle Dazzle, l'art contre-attaque. Razzle Dazzle, c'est le nom donné à un type de camouflage des navires militaires pendant la Première Guerre mondiale. Basés sur le principe des illusions d'optique, ces dessins ont pour objectif de tromper les sous-marins ennemis en créant de faux effets de perspective et en rendant difficile le calcul du cap et de la vitesse. Au cours de cette émission, nous retrouverons Jeanne au rayon Mer et Bretagne. Elle nous proposera 3 de ses coups de cœur. Mais auparavant, nous allons nous entretenir avec 2 auteurs que nous avons eu l'honneur de recevoir à la librairie, Martin Winkler et Alice Zeniter. Alice Zeniter est une jeune auteure. Elle publie aux éditions Flammarion L'art de perdre, une fresque dans laquelle elle retrace l'histoire d'une famille sur 3 générations, de la France à l'Algérie. Ce roman a pour point de départ Naïma, une jeune femme de 30 ans qui ne connaît rien de l'histoire de sa famille et qui va alors se lancer dans une quête identitaire. Nous retrouvons tout de suite Alice Zeniter au micro de Laurence. Bonjour Alice Zeniter et bienvenue Bonjour. à la librairie Dialogue. Alors L'art de perdre, c'est le titre de votre roman qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous nous y offrez une fresque romanesque puissante qui nous raconte le destin entre l'Algérie et la France de 3 générations d'une même famille, à travers les personnages d'Ali, le grand-père, montagnard kabyle qui sera contraint d'émigrer en France, d'Hamid, le père, arrivé en France à l'été 62 et qui ne parle jamais de l'Algérie, et de Naïma, la fille qui ne connaît rien de son histoire familiale et qui va décider de se documenter pour la retracer par la fiction, faisant ainsi ressurgir l'Algérie du silence. Alors avant tout, ce roman ample, comment est-il né et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine ? Alors, la naissance d'un roman, c'est aussi un processus ample. Ça fait des années que je portais ce projet en moi, qu'il a beaucoup bougé en fait au fil du temps. Il y avait une volonté en fait de m'intéresser à l'histoire de ma famille qui était arrivée d'Algérie en 62 et dont je ne savais pas grand-chose à part que mon grand-père avait été étiqueté harki. Et puis il y a eu mes 2 voyages en Algérie aussi pendant lesquels j'avais commencé à prendre des notes, mais du coup ça s'étale presque sur toute la décennie de 2010 à aujourd'hui, cette naissance. Alors avec ce livre, vous comblez de nombreux silences, le silence de l'histoire familiale de Naïma, ceux de la guerre d'Algérie, celui de ceux qui arrivent dans un pays dont ils ne parlent pas la langue. En quoi est-ce qu'il était important de les remplir, ces silences, et peut-être de les expliquer ? Parce qu'en fait, on croit que si on donne aux gens du silence, on ne donne rien. C'est cette idée qu'ont Ali et Hamid, qu'en fait, en donnant du silence plutôt qu'une histoire pesante, c'est comme si on offrait une page blanche et la possibilité de se réinventer sans que le passé pèse sur l'autre. Et finalement, c'est une erreur. C'est-à-dire que le silence va laisser quelque chose, va laisser un trou, un manque, une lacune. Et ce trou, ce manque, pèse plus que les récits ne pourraient le faire. Alors pour élucider par les mots ce passé, pour dire ce qui n'a jamais été dit, vous choisissez donc de suivre la quête de Naïma qui nous raconte l'histoire de sa famille. Naïma, jeune parisienne trentenaire, qui pourrait être vous mais qui n'est pas vous. En quoi est-ce qu'il était important qu'il y ait cette distance avec votre personnage ? En fait, je pense que quand j'écris, pour m'intéresser vraiment aux personnages et pour être capable de tendresse envers eux, il faut que j'apprenne quelque chose en écrivant le personnage. Il faut que le personnage soit d'une certaine manière nouveau pour moi. Donc il a fallu tout de suite que je mette Naïma à distance pour être capable de la traiter à égalité avec les personnages des générations d'avant. Alors ce livre, donc, il nous offre une traversée dans la seconde partie du XXe siècle entre la France et l'Algérie, mais il est aussi en lien avec notre actualité, puisque Naïma, quand elle entreprend ses recherches, parce que tout semble vouloir la renvoyer à ses origines dans la société actuelle qui est traversée par des questions identitaires. Alors dans quelle mesure est-ce que le temps long de la fiction peut nous permettre d'aller à l'encontre de ces injonctions de la société ? Le temps long de la fiction, c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà il montre qu'une trajectoire migratoire se fait sur un temps extrêmement long. Et la fiction peut prendre ça en compte. De dire une immigration en France, c'est d'abord une émigration de quelque part. La fiction peut permettre de
perdre un pays avec les personnages, de dire on ne parle pas uniquement voilà, d'une arrivée quelque part, parce que quand on regarde une trajectoire de vie depuis le point de vue du pays d'arrivée, tous les comportements des personnages en fait se définissent par des manques. Ils devraient faire ça dans ce pays et en fait ils ne le font pas. Mais si on regarde cette trajectoire depuis le pays de départ, on comprend aussi d'où viennent leurs codes. Martin Winkler publie aux éditions POL Les Histoires de Franz, un roman dans lequel il nous raconte la relation entre un père et son fils. Il y dévoile également la France des années 60. Dans ce deuxième volet, qui fait suite à Abraham et fils, on suit la vie de la famille Farkas. On retrouve tout de suite Martin Winkler en compagnie de Laurence. Bonjour Martin Winkler. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de vous accueillir à l'occasion de la parution aux éditions POL d'un roman intitulé Les Histoires de Franz et qui fait suite à Abraham et fils, votre précédent livre. Et à travers ce cycle romanesque, vous nous racontez l'histoire de la famille Farkas dans la petite ville de Tilliers, en France. Alors Abraham, le père, est médecin et il a dû fuir l'Algérie avec son fils, Franz. Et à travers leurs histoires, c'est toute une époque que vous saisissez, celle des années 60. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce cycle romanesque et de ce qui, pour vous, a été à son origine? Je voulais raconter les rapports entre un père et son fils. Et je voulais raconter les relations entre... une relation qui soit une relation positive entre un père et un fils, alors que ce sont deux personnes qui n'arrêtent pas de se protéger l'un l'autre et qui ne se disent pas tout, justement. Et l'autre projet, c'est que je voulais raconter la France des années 60 et 70 de manière plus précise que moi-même je ne l'avais vécu, c'est-à-dire plus détaillée. Et puis tout ça au travers de la croissance, de la maturation de 4 personnages. Et chacun de ces personnages, qui a donc sa particularité, ses particularités, son autonomie, va évoluer chacun à sa manière, à la fois parallèlement, mais aussi de manière complètement individuelle. Alors dans cette famille que l'on suit, il y a donc Abraham, Claire, Luciane et Franz. Franz reste quand même le personnage principal, celui qu'on suit enfant dans Abraham et fils et qu'on va découvrir adolescent dans les histoires de Franz. Et on découvre aussi, c'est vraiment un livre aussi sur l'adolescence, sur les questionnements de l'adolescence, sur ce que c'est qu'être adolescent quand on est un garçon. Alors comment est-ce que tous ces questionnements sur l'adolescence sont arrivés au fur et à mesure de l'écriture et comment la voix de Franz s'est-elle mise à grandir sous votre plume? Je me souviens très bien de ce que je pensais quand j'avais un certain âge, d'autant plus que j'ai tenu un journal très, très tôt, vers 13-14 ans. Et ce que je voulais montrer, c'est que les garçons, c'est pas forcément... c'est compliqué pour les filles. La vie des femmes est plus compliquée que la vie des hommes. Mais s'il y a un moment où c'est compliqué pour les garçons, c'est l'adolescence. C'est d'ailleurs le seul moment où c'est vraiment compliqué. Et ça, je m'en souviens très bien parce que ça a été compliqué pour moi. Mais j'ai aussi entendu beaucoup de mes camarades en parler. Et je voulais montrer que c'est pas parce que c'est compliqué qu'un adolescent n'est pas attentif à ce qui se passe autour de lui. Puis alors tout au long du roman, Franz grandit, Franz évolue, Franz forge sa pensée au contact de son entourage et notamment de ses amis et de ses professeurs. Et il va notamment s'interroger sur les colonisations françaises et sur les différentes versions de l'histoire de France. Alors est-ce que il s'agissait aussi pour vous, à travers ce roman, de réexplorer l'histoire de France ou les histoires de France? C'est le propos de la polysémie du titre, ça s'appelle l'histoire de Franz parce que c'est aussi l'histoire de France. C'est les histoires qui lui arrivent, l'histoire qu'il entend, les histoires qu'il écrit. Il est né d'un homme qui est juif et qui est né en Algérie, et d'une femme kabyle qui est née elle aussi en Algérie. Donc il est le pur produit du colonialisme français. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, au lycée, il rencontre 2 adolescents, un garçon noir, une jeune fille eurasienne, qui sont tous les 2 les enfants d'un même mercenaire, soldat français, qui a eu des enfants dans 2 pays et qui se retrouvent en France parce que leurs mères sont mortes et ils sont allés voir leur père. Ce qui les met dans une situation qui est une situation de réflexion. D'où est-ce qu'on vient? Et c'est ça l'adolescence, c'est d'où est-ce que je viens? Quelle est la vérité sur mes origines? Même au-delà de mes parents seulement. Est-ce que ma vie a un sens? Nous voici maintenant à la librairie où nous allons retrouver Jeanne au rayon Mer et Bretagne qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur. Bonjour Jeanne. Bonjour Élise.
Alors je crois que tu vas commencer par nous présenter des paroles de Bretonne. Oui, alors c'est un ouvrage qui s'appelle Les Discrètes, il est sous-titré Paroles de Bretonne. C'est un ouvrage d'Anne Lecourt, il est illustré de photographies d'archives et également de portraits photographiques d'un photographe qui s'appelle Daniel Le Danvic. Le travail d'Anne Lecourt a été de réunir les témoignages de 15 femmes qui ont tout en commun d'être nées en Bretagne, d'avoir eu une vingtaine d'années dans l'immédiate après-guerre et d'être issues de milieux modestes. Ces femmes ont été ouvrières, agricultrices, employées de bureau, femmes de chambre ou patronnes de bistrot. On peut dire que ce sont des héroïnes ordinaires auxquelles l'auteur rend un très bel hommage. Merci pour ce conseil et je crois que tu continues ensuite dans les témoignages, mais cette fois-ci avec ceux des marins-pêcheurs. Tout à fait. Alors Pêcheurs d'Iroise est né d'une volonté collective de recueillir les mémoires d'hommes et de femmes qui exercent le métier de marin-pêcheur au sein du parc naturel marin d'Iroise, donc un espace protégé. Et l'on retrouve dans cet ouvrage une galerie de 50 portraits. Chacun y raconte son parcours, les raisons qui l'ont poussé à choisir ce métier, ainsi que les craintes et les espoirs qu'ils nourrissent pour l'avenir de leur métier. Donc c'est vraiment un documentaire passionnant sur un métier méconnu et fascinant. Et enfin pour terminer, je crois que tu vas nous présenter un livre de cuisine. Oui, alors c'est un livre d'un chef d'origine bretonne, Thierry Breton, qui porte particulièrement bien son nom, qui possède 3 restaurants à Paris, mais qui a à cœur de promouvoir la gastronomie bretonne et les produits du terroir breton dans toute leur diversité. L'ouvrage s'ouvre sur un inventaire des produits de la mer et de la terre, et cet inventaire est suivi d'une centaine de recettes. Ces recettes sont simples, créatives, l'ambition du chef étant de nous faire partager son amour de la cuisine. Les techniques employées n'ont rien de sophistiqué et vraiment l'idée est d'inciter chacun à se montrer créatif. Les recettes sont toutes aussi appétissantes les unes que les autres et vraiment on n'a qu'une envie en lisant ce livre, c'est de se mettre au fourneau. Merci beaucoup Jeanne pour tous tes conseils, on a hâte de les découvrir. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour le dialogue littéraire du mois de décembre et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.